Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi magnifique et ensoleillé sur Paris et sur l'ensemble de la France. Ravi de vous retrouver pour ce grand forum, la dernière de la semaine, en ce 11 juin. Voilà, nous sommes bien au 11 juin et tout va bien. Et comme chaque vendredi, c'est Tarek Pami. Comment ça va, Tarek ? Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec un aussi beau qu'aujourd'hui à Paris, on se croirait presque de l'autre côté de la Méditerranée, donc tout va bien. Absolument. Je vous présente un nouvel arrivé dans l'équipe du LGF. Il s'appelle Ismaël Boudjekada. Il est très jeune. C'est notre plus jeune candidat à des élections. Il s'est même présenté à la présidentielle en 2017. Comment ça va, mon Ismaël ? Ça va très bien, bonjour à tout le monde. Bonjour Ismaël, bienvenue à toi. Alors, messieurs, aujourd'hui, ce qui va nous occuper, on va beaucoup parler du président Macron. C'est lui qui a fait un peu l'actualité de la semaine. Macron qui a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali en tant qu'opération extérieure. Nous y reviendrons après la gifle. Macron peut-il continuer à aller rencontrer les Français ? C'est la question qu'on tentera de se poser et qu'on va mettre en débat. Et enfin, le Rassemblement national que l'on voit partout sera-t-il le grand gagnant de cette élection à venir, régionale et départementale, mais surtout régionale, puisque on annonce quand même que le Rassemblement national pourrait peut-être arriver en tête dans 6 régions au premier tour. Darmanin d'ailleurs a eu cette petite phrase en parlant de la Bourgogne, parlant d'une victoire satanique. Ce qui n'a pas plu du tout, évidemment, à Marine Le Pen et ses amis. Nous y reviendrons donc tout à l'heure. Bien entendu, des invitations à vous offrir pour le spectacle pour lequel on est partenaire France Maghreb 2. Ça se passe au Cabaret Sauvage, ça a démarré hier soir d'ailleurs, c'était une très belle soirée d'ouverture. Cabaret Sauvage sur la terrasse du Cabaret Sauvage, l'orchestre de la Casbah, avec chaque soir des invités différents. C'est des invitations à vous offrir pour demain 19h ou dimanche après-midi à 16h. Je vous expliquerai très rapidement comment ça se passe dans quelques minutes. Pour l'heure, messieurs, un petit zapping, quelques petites questions à vous poser, et pour savoir si vous êtes bon sur ce qui s'est passé un 11 juin. Et la première question, c'est une question histoire. Qui fut sacré en 1775 ? Je suis comme ça, Sacré quoi ? Sacré meilleur roi, meilleur joueur de foot, non, meilleur acteur de cinéma. En 1775, je sais pas s'il jouait au foot. Je sais pas. Si, on jouait au foot anglais à l'époque. Ouais, je sais pas, j'y étais pas. Donc, qui a été sacré roi en 1775 ? 1775 ? Oui, monsieur. Bah, c'est celui qui va perdre la tête. Quelques mois. Louis XVI, bonne réponse. Quelques mois après. C'est lui, il a 25 ans, il faisait. Il aurait mieux fait de se casser une patte ce jour-là. Qui, Louis XVI ? Pour ne pas avoir perdu la tête. Ah oui, d'accord. Il faut perdre un pied. D'accord. Quel pilote français remporte sa première victoire sur un circuit ? C'était au Canada en 1984. Oui, oui. Il est français. Oui, bien sûr. Lui, c'est Prost ? Non, c'est pas Prost. Alors, pour la petite histoire, c'était un très très bon pilote, mais il avait la particularité de casser beaucoup de voitures. Parce qu'en champion, en Formule 1 ? Oui, en Formule 1, absolument. Alors, il y avait Prost, et puis il y avait l'autre qui cassait beaucoup de voitures. Voilà, c'est lui. Oui, effectivement. Les voitures, c'est des Citroën à la base. Moi, je vois sa photo, mais pas sa tête. Mais pas son nom. Ouais, je vois son visage. Jean, son prénom ? Oui. Oui, et son nom ? Monsieur Alzheimer, faites un tour. Jean Alési ? Oui, exact. Voilà. Ouais, je vois son visage. Quelle journaliste française est libérée en Irak en 2005 ? Celle qui travaille au Mont, à Libé, voilà. 157 jours de détention. Florence Obena. Oui, absolument. Celle qui a écrit après un livre sur Pôle emploi. Tout à fait. Et puis quelques autres. Oui, absolument. Et je ne sais pas si elle était en même temps que Georges Malbrino. Non, c'était autre chose. Voilà. En Irak, tout. Voilà. Je cherche à présent une musicienne, accordéoniste et compositrice française. Elle est décédée en 2018. Accordéoniste ? Oui. Célèbre. Ah bah oui, celle que... Attends, il n'y en a qu'une. Bah oui. Comment ça s'appelle Mariara, non. Non. Ouais, non, mais c'est aucune. Celle que M. Mitterrand a rentrée au Conseil économique et social pour lui donner un salaire, pour payer les salaires, les loyers qu'elle avait en retard. Ornette ?
Oh. Oui, Yvette Horner. Allez, je vous l'accorde. Oui, c'est ça là. Voilà. Oui, Il est fort, hein. Ah bah, c'est Tariq Mabi, hein, c'est... Voilà. c'est une mémoire qui tourne. C'est une mémoire avec quelques petits trous d'Alzheimer, mais bon, elle tourne pour cocher les cases. Voilà. Je cherche à présent un paysan du Larzac, spécialiste pardon, des ONG. Il est né, lui, en 1953. Actuellement, député européen avec de gros moustaches. Ouais, il a Ouais. défoncé des McDo. Je laisse le petit jeune de 25 ans la trouver là. Hein? Alors là, député européen, pourtant j'en côtoie beaucoup. Oui, À son avec, nom, avec des grosses moustaches. Mais si, il a fait parler beaucoup de lui. José Bové. Bah oui, voilà, José Bové. Et enfin, je cherche un pilote français. Il est né à Avignon en 1964. Encore un pilote. Un Ah pilote oui. de quoi cette fois? D'avion, de Formule voiture? 1. Ah oui, oui, oui. Alors oui, c'est après les deux, oui, bien sûr. Bah c'est le même en fait. C'est Jean Allez-y. Allez-y. Et oui, il a gagné son premier prix le jour de son anniversaire. Voilà, il est né en 64 pour la petite Ah bah histoire. lui, il a fait, si je n'en gagne qu'une, que ce serait celle-là. Il a raison. Allez, Macron hier a annoncé la fin de l'opération Barkhane. C'est 5700 soldats qui sont Oui. visiblement concernés par cette opération. On va essayer de comprendre pourquoi il a annoncé ça maintenant, pour mettre voilà, fin à cette opération Barkhane. Vos appels au 01 40 33 9000 pour en discuter avec nous. Et là maintenant, première place à vous offrir pour le cabaret sauvage. J'ai 2 places maintenant si vous êtes le premier ou la première à m'appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et c'est quoi le spectacle? Le spectacle, c'est l'orchestre de la Casbah, c'est du Chabi. C'est un spectacle mis en scène par notre ami Méziane Azaïch, qui a réouvert le cabaret sauvage après un an et demi de fermeture. C'est sur la terrasse, effectivement. Oui, il y a de la place. Ça se passe, c'est magnifique. En plus, avec le soleil qu'il fait en ce moment, c'est magnifique. Vous voulez aller demain soir, c'est à partir de 19h ou dimanche après-midi à 16h. J'ai 2 places à vous offrir, c'est maintenant 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tariq Mami en ce vendredi avec Ismaël Boudjekada qui est avec nous aussi sur France Maghreb 2 pour cette émission et avec Jamel qui va aller au cabaret sauvage demain soir. Salut mon Jamel. Ouais, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb. Comment ça va mon Jamel? Eh ben écoute, très très bien, malgré que là je suis au pas pour rentrer à la maison avec les embouteillages parisiens. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave du tout, c'est sous le soleil. Ça, Et il connaît. surtout sous les ondes de France Maghreb. Donc, C'est voilà. parfait, c'est parfait. Ismaël, il connaît pas les bouchons là où il habite. Hein. On est tranquille là-bas. Eh ben écoute, Il- tant mieux pour On lui. rappelle où t'habites d'ailleurs, Ismaël, dans un coin perdu de la France là-bas. C'est un grand Charmont, il y a à peine 5000 habitants, mais j'ai habité plus tôt, donc les embouteillages, je les connais et je suis bien content d'en être loin. Ah oui, j'imagine. Alors, Jamel, tu fais quoi dans la vie? Raconte-nous. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis, on va dire, informaticien, tout bonnement. Et Informaticien. oui, enfin, dans la programmation, voilà. Bon, bah très bien. Et voilà, avec la petite vie pépère, j'irai dans la région parisienne avec ma femme et 2 enfants. Et surtout les spectacles qui nous manquent terriblement depuis plus d'une année maintenant. Eh ouais, l'occasion d'y aller Notamment demain. de revoir la bonne troupe du cabaret sauvage de Méziane et de toute la petite bande. Exactement. Entre autres, qu'on aura le plaisir de revoir demain soir. Casbah mon amour. Non, c'est Et pas je fais un Casbah petit mon clin d'œil amour, c'est... d'ailleurs à toute l'équipe, que ce soit Hafez, que ce soit Amar, Ah ouais, que ce soit Amar, c'est la Malik, famille. Timouh, et puis forcément Ba'alan, celui qui, je dirais, le fil conducteur de cette belle histoire de la Casbah d'Alger, Exactement. qui recense un peu, je dirais, une belle fresque de non seulement de la musique shabi, mais qui plus est dans un spectacle, je dirais, dans l'ambiance de mariage. Voilà. Exactement. Alors, Jamel, tu veux faire regarder les enfants demain et puis en soirée avec madame, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, j'irai avec madame et les enfants. Les Ah oui. enfants adorent d'ailleurs le cabaret sauvage. D'accord. On a vu Barbès Café, on a vu Dieu sait Ah qui. bah c'est sympa, Et très bien. tous les spectacles qu'il peut y avoir là-bas. Mes enfants sont musiciens. Mon fils qui fait de la guitare électrique, moi-même d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai cours ce soir. Ma fille qui fait de la flûte traversière. Donc oui, Wow. au cabaret sauvage, on Ah va ouais, très c'est bien. une famille de zikos, Ma quoi. fille d'ailleurs que j'embrasse, mais qui est toujours à l'école, là, qui est une grande amie de Tanina, la fille de De Feu Idir. notre cher Idir, Ouais. en l'occurrence. Donc Tanina, d'ailleurs, on a eu le plaisir de la voir aussi œuvrer dans la troupe du Barbès Café, avec Salah, avec toute sa petite bande d'ailleurs. Ah, je vois qu'il connaît tout le monde, hein, Jamel. Il est au parfum, Jamel, c'est parfait. Et juste pour la petite histoire, le cabaret sauvage, je l'ai connu à ses débuts, il y a plus de 20 ans, il y a presque 20 ans maintenant. À l'époque, j'étais avec la petite bande de Bled Connexion, avec Aziz Mati, avec Ah Aziz oui. d'ailleurs qui fait la vidéo, Ouais. d'ailleurs de
toute la vidéo d'ailleurs de ce spectacle. Exact. Il y a Lalou forcément, avec Samia, avec Chala, et j'en passe, c'est bien des meilleurs. Exactement. Bah, je vois que tu connais toute la fine équipe que tu vas retrouver demain soir, effectivement. Voilà. Avec grand plaisir. Et donc, il n'a pas besoin de gagner des places, lui. Au plaisir de vous revoir aussi, camarade Sauvage, mon cher Christophe. Oui, t'inquiète. Bah, c'est la maison là-bas. Cabaret de France-Maghreb a d'ailleurs fait tout l'après-midi. Oui, exact. On avait fait une soirée là-bas. Oui, exact. On de se voir d'ailleurs là-bas, même pour la petite anecdote. Ah, bah, c'est gentil, mon Jamel. Bah, écoute, bonne soirée pour demain. Et puis, bah, éclate-toi bien. Hein. Je vois que, voilà. Merci, puis je reste fidèle à la radio et merci en tout cas pour votre objectivité à toutes épreuves sur les ondes. Ah, on tâche. Merci beaucoup. Merci, mon Jamel. À bientôt et bonne soirée pour demain. Voilà d'autres invitations à vous offrir tout à l'heure lors de la prochaine pub. C'est ça que ça se passe, faut guetter. Bon, en tout cas, il est ravi, notre Jamel, c'est parfait. Alors, Emmanuel Macron, le président de la République, hier a fait une grosse journée. Hein. Il a parlé immigration le matin, il a été voir les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine l'après-midi. Et après, il a fait une conf de presse hier soir pour annoncer cette information. D'ailleurs, que notre ami Emmanuel Dupuis nous donnait en début d'émission hier, la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. Tarek Mami, comment interpréter cette décision? Pourquoi maintenant? Cette décision n'est pas tombée du ciel. Il y a eu une menace du président de la République il y a quelques jours de dire que si la situation intérieure au Mali venait à ne pas s'arranger, j'allais dire comme la France le voudrait, la France en tirerait la conséquence. Je vous rappelle qu'au Mali, il y a eu, on appelle ça 2 coups d'État, un coup d'État dans le coup d'État. Un coup d'État l'année dernière, donc qui a duré à peine une dizaine de mois. Et en fait, l'instigateur du premier coup d'État, celui qui a refait le deuxième et qui aujourd'hui est devenu président de fait. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, comme Ismaël tout à l'heure qui posait la question, ça me rappelle à moi et à ceux qui soit étaient là déjà sur Terre ou ont lu beaucoup de livres d'histoire, l'opération, comment on s'appelle, du premier président algérien, donc Ben Bella, ouais. Ben Bella et Boumedienne, puisque Ben Bella a été installé président de la République algérienne en gros en 65 par M. Boumedienne, qui l'a renversé quelques mois après pour prendre la présidence pour une vingtaine d'années. Donc l'histoire se répète. Donc la France aujourd'hui, j'allais dire, c'est comme on dit chez les banquiers, les payeurs sont les commandeurs, ceux qui payent commandent. La France s'est retrouvée avec le premier coup d'État déjà et surtout le deuxième, à payer et donc à envoyer des militaires pour entre guillemets, défendre donc le Mali. À la demande du Mali, rappelons-le. Hein. Oui, et c'est en 2013, je crois. Oui, c'est Hollande. Oui. C'est M. Hollande qui a envoyé 50 soldats morts depuis. Hein. Ouais. Et donc, et aujourd'hui, donc les soldats continuent à mourir et la France n'a plus ce qu'elle espérait aujourd'hui au Mali. Il faut juste rappeler et préciser que techniquement, l'intervention au Mali, c'était pas pour le Mali, mais c'était pour préserver les frontières des pays alentours, dans lesquels il y a l'uranium, et qui sont donc le principal minerai utilisé par la France pour sa bombe nucléaire. Donc c'est comme si on était prépositionné. Vous savez, dans l'équipe de football, cher Christophe, il y a les joueurs, il y a ceux qui sont sur le banc, et donc sur le banc, il y a l'uranium, et les joueurs, c'est le Mali. Et donc c'est un retrait. Ça ne veut pas dire que la France va quitter ni ses intérêts, ni sa présence réelle au Mali, mais c'est un message de quelqu'un qui n'est pas content, qui retire ce soldat. Mais je vous parie tous les billets que vous voulez, que si demain une tentative d'invasion ou de renversement de pouvoir de l'extérieur ou une tentative d'avancée de ce qu'on appelle les terroristes venait à se mettre en place vers la capitale, l'armée française réinterviendra au nouveau. Donc c'est de la politique politicienne pour quelque temps. La vision de cette, le regard, l'interprétation, Ismaël, de cette fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure. Une fois encore, j'ai l'impression que c'est un bon coup de communication du président de la République qui veut montrer que c'est lui qui décide. Il a imposé, comme ça a été justement rappelé, un certain nombre de conditions qui n'ont pas été remplies du côté malien. Maintenant, si vraiment on veut revoir totalement notre politique militaire à l'étranger, nos opérations extérieures, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de grands noms de la politique française qui aujourd'hui se positionnent comme étant de fervents gaullistes.
Sauf que l'histoire nous oblige quand même à rappeler que De Gaulle, en 1966, écrivait au président américain en expliquant que la France se retirait de la branche militaire des Nations Unies pour la simple et bonne raison que la France, étant une nation indépendante et puissante, pouvait très bien s'engager dans les territoires où elle décidait elle-même de s'engager ou sur demande de nos pays amis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus maître de notre politique étrangère. Emmanuel Macron cherche à faire croire le contraire. Mais en tous les cas, moi, ce que j'attends, c'est de la clarté, surtout qu'on arrête cette ingérence, bien que là, sur ce cas précis, c'était une demande du Mali. Et aujourd'hui, en tout état de cause, nous n'avons plus légitimité, ou en tous les cas, nous n'avons plus à envoyer nos hommes au risque de leur vie, pour la simple et bonne raison qu'on a quelqu'un à la tête du pays qui n'est absolument pas légitime. Maintenant, ma seule crainte, c'est de me dire qu'une fois encore, ce sont les civils qu'on laisse entre les mains, d'un pseudo-dictateur, parce que c'est un coup d'État quand même, et ce sont eux qui au final vont payer l'addition avec des risques de tensions civiles qui sont exacerbés aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, Tarek, moi je retirerai au discours qui vient d'être dit le mot légitimité. À quel moment est-on légitime? C'est pour ça que je me suis repris, justement. Ok, voilà, comme quoi j'écoute tout le discours de A à Z, parce que qu'est-ce qui est légitime et aller, moi ce que je dirais, c'est que la France d'aujourd'hui n'a plus les moyens de sa politique. Je vous dis ça parce que je vous renvoie à ce qui s'est passé en Irak quand on a assassiné donc, le chef militaire iranien, et que l'État irakien, Assemblée nationale en tête, a demandé le départ des troupes américaines d'Irak en écrivant une lettre donc, au président Trump de l'époque, que le président Trump a fait comme s'il avait reçu aucune lettre qui lui restait. Donc aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de sa politique et n'a plus les moyens d'imposer son point de vue au Mali. Donc elle a expliqué à la population française principalement que sa présence était à la demande du Mali et pour défendre le Mali. Aujourd'hui, ce motif cosmétique ne tient plus la route et donc le président est obligé de se replier tout en réservant... C'est de la com en fait, c'est ça, c'est de l'opération de com de la part de Macron. Et de la part de Hollande quand il y allait aussi. Ouais. Parce que j'allais dire, quand on envoie des troupes comme ça, c'est pour nettoyer entre guillemets ceux qu'on appelle terroristes sur tout le territoire. Et l'attitude des pays voisins, je pense par exemple à l'Algérie. L'Algérie, jusqu'au changement de modification, cher Christophe, avait pour ordre dans sa constitutionnelle de ne jamais intervenir à l'extérieur de ses frontières. Ça a changé. Ça a changé avec la nouvelle constitution. Donc l'Algérie, le président d'ailleurs a dit dans sa dernière interview au journal Le Point, que l'Algérie défendra ses intérêts partout où ses intérêts sont menacés. Donc s'il y a un mouvement au Mali pour monter vers la frontière algérienne avec des bandits ou avec des terroristes, l'Algérie interviendra puisqu'aujourd'hui la Constitution lui permet. Mais ce que disait Ismaël, c'est que c'est quand même, en fin de compte, c'est quand même les civils qui risquent de payer tout ça, quoi. Qui s'en fout des civils? Aujourd'hui, hier et avant-hier. Pourquoi? Parce que la France, quand elle est intervenue sous M. Hollande en 2013, c'était pour les civils. Non. L'Amérique, quand elle est intervenue en Afghanistan, c'est pour les civils. Les États-Unis, quand ils sont intervenus en Irak, c'est pour les civils. Tous ceux qui sont intervenus en Syrie, c'est pour les civils. Le civil, c'est la couche de maquillage qu'on rajoute à une opération malsaine. Ouais. Ismaël? Moi, ce que je rajouterais, c'est aussi que la France, une fois encore, joue un petit peu le pompier pyromane. C'est-à-dire que je vais parler très franchement, c'est bien beau d'aller jouer les grands sauveurs, patrie garante des droits de l'homme, ce qu'on est censé être. Sauf que il y a un moment donné, il y a des silences qui ne sont plus acceptables. Quand le scandale dont on a très peu entendu parler de Lafarge qui finance Daesh pour pouvoir continuer à utiliser certains de ses sites en Syrie, on n'a pas entendu parler de quoi que ce soit. On en a beaucoup parlé ici à France Maghreb 2. Oui. Et en parallèle, il faut quand même rappeler que il faudrait regarder aussi où partent nos armes et où partent les armes de nos alliés, puisque je ne sais plus où c'était, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, on a eu le chiffre alarmant de 30% d'armes saisies aux groupuscules terroristes qui étaient d'origine française. Donc je veux dire, c'est là aussi tout le côté dramatique. On intervient pour dire qu'il faut lutter contre le terrorisme et contre les groupuscules terroristes qui montent en puissance sur certains territoires, mais en parallèle, il faut regarder les racines de ce mal-là. Et les racines, elles se situent aussi dans le fait qu'on leur fournit directement ou indirectement une certaine logistique, soit en vendant des armes, soit par notre silence qui peut être considéré par certains, et à juste titre, comme complaisant. Alors, il n'y a que les naïfs
aujourd'hui, hier et demain, qui croient que les États interviennent dans d'autres pays pour des raisons de morale et de sauver les populations civiles, parce que vous avez des cas clairs en vous disant, clairement définis. Est-ce que les Palestiniens de Gaza sont des civils qui méritent d'être défendus par ces puissances mondiales, oui ou non? Je vous laisse répondre. Est-ce que quand il y a eu la guerre au Bosnie au début, et jusqu'à ce que M. Mitterrand parle de morale et d'éthique, est-ce que la population civile était défendue ou défendable? Non plus. Est-ce qu'en Afghanistan, quand la guerre était entre les Afghans, est-ce que les puissances occidentales interviennent? Non. Ils interviennent non pas pour sauver les civils d'Afghanistan, mais pour sauver leurs intérêts. Et pour bouter la Russie, l'Union soviétique de l'époque, qui était présente en Afghanistan. Donc, oublions, ne soyons pas naïfs, les États défendent leurs intérêts, sauf qu'il y a que les États, quand ils défendent leurs intérêts, ils ont les moyens de le faire, ils le font. Ils n'ont pas les moyens, ils ont les conséquences. Je vais vous donner un dernier exemple total. Vous savez, quand le président égyptien en 1956, M. Nasser, a décidé de nationaliser le canal de Suez, oui, il y a 3 pays qui sont entrés en guerre pour donc lui mettre fin à l'opération. La France, l'Angleterre et Israël. Ouais. Et ils ont agi pour défendre leur propre intérêt. Il se trouve qu'il y a 2 autres mastodontes qui sont arrivés derrière, qui défendent leur propre intérêt, les États-Unis et la Russie, et on leur a dit, vous dégagez. Et ils ont dégagé. Donc les pays qui interviennent, c'est pour défendre des intérêts immédiats. S'ils ont les moyens et s'ils en récoltent des intérêts, ils restent, sinon ils dégagent. Sur les armes, vous savez que si vous prenez les armes, par exemple en Syrie, vous avez, pire que les armes, vous avez l'argent, vous avez l'armée américaine qui fournit des millions de dollars en espèces dans la ville du nord d'Irak à 10h du matin. Et vous avez les troupes de Daesh qui rentrent avec 200 voitures l'après-midi pour aller directement à la banque. Donc on se demande si l'armée américaine n'a pas déposé l'argent juste pour que Daesh vienne se servir. Daesh qui avait des voitures dernier cri, il faut le rappeler. Vendues directement du Japon, des espèces de Toyota 4x4, et les Japonais ne savaient pas que ceux qui achetaient, c'était les terroristes. Et on disait derrière que c'est le Qatar qui a payé. Donc soyons pas naïfs, en tout cas pas sur France Maghreb 2. N'ayons pas de double discours. La France a et doit défendre ses intérêts, sauf que quand elle doit défendre ses intérêts, il faut qu'elle puisse les défendre et en tirer un bénéfice d'État avec un grand E, d'État impérialiste. On a quand même le droit de dénoncer, par exemple, ceux à qui elle vend des armes, la France, parce qu'elle vend des armes à des pays, pardon. Mais... Non, mais bien sûr, on a le droit, nous, en tant que citoyens, de dénoncer. Moi, on ne peut pas reprocher à l'État français, avec un grand E, de vendre, parce que c'est la politique internationale. Et comme dirait quelqu'un, si c'est pas moi qui les vends, c'est les États-Unis, les Russes et les Chinois. Ouais. Bon, donc non, en fait, si j'ai bien compris, Ismaël, pas de morale quoi en politique. En politique, jamais. Pas de morale. Justement, moi, c'est tout ce que je combats, c'est-à-dire qu'on me présente souvent par rapport à toutes mes campagnes comme un passionné de politique. Je suis un dégoûté de la politique qui a décidé de ne pas laisser, excusez-moi, mais les pommes pourries entre elles. Aujourd'hui, je vais même prendre 2 exemples qui vont dans le sens de ce qui vient d'être dit. Bernard-Henri Lévy, qui concernant l'opération en Libye, nous expliquait, parce que voilà, on lui posait la question du coût, qu'on allait derrière récupérer un certain nombre de matières premières, quoi qu'il en coûte, quoi, en rétribution. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième cas, dont on a beaucoup entendu parler récemment, c'est la situation des Ouïghours. Quand Emmanuel Macron est en Chine et en visite officielle, le scandale a déjà éclaté, qu'il ne touche pas un mot en séance publique face aux représentants chinois, il y a un réel problème moral. Nous, dans une petite commune, on a décidé de plus financer les instituts Confucius, de saisir le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, qui nous répond, oui, il n'y a pas eu d'intervention de M. Macron, mais on est très vigilant. Mais à un moment donné, le silence est complice. Et moi, dire qu'on ne peut pas reprocher, en tous les cas, à l'État de défendre ses intérêts, et donc les intérêts de la nation, moi, je suis désolé, si notre richesse doit se payer de manière, par le sang, tout simplement, et qui plus être civile, moi, ça me pose un vrai problème moral. Et je pense qu'on doit toutes et tous être vigilants, que quand on se rend aux urnes, de faire en sorte de ne pas mettre en place des gens qui ne voient en politique aucune morale, ou bien dont la morale se limite au non-cumul des mandats et à la transparence des comptes publics. Moi, ça me dérange. Alors, cher Smaïl, c'est pas pour vous vexer ou pour vous sortir du jeu,
continuez comme ça et vous n'aurez aucun poste. Et quand bien même vous serez élu, vous serez éliminé par les vôtres. Parce que ce qu'on appelle la réelle politique impose, malheureusement, pour ceux qui font de la politique, de se salir le main. Parce que s'il y avait un seul pays dans le monde qui fait de la politique... Mais vous vous rendez compte l'image que vous renvoyez de la politique, non, mais je termine, cher Christophe. Si vous connaissez un seul pays du monde qui fait de la politique dans cette éthique-là, dans sa politique extérieure et dans ses intérêts, moi je suis preneur pour qu'on en fasse un tableau d'honneur et qu'on dise tous les pays devraient copier celui-là en précisant un pays qui pèse dans les décisions internationales. J'entends, mais est-ce que, par exemple, d'écouter Ismaël qui a quand même des envies de changement, oui. Ça peut marcher, ça peut peser au bout d'un moment? Non. Pourquoi non? Parce que les envies... Pas partir défaitiste quand même. Non, mais c'est pas défaitiste, Christophe. Les envies sont légitimes au niveau citoyen. Demain, vous arrivez au pouvoir, vous êtes ministre, Premier ministre, Président de la République, et la DST, les renseignements généraux, l'armée viennent vous mettre des cartes sur la table et vous disent, Monsieur le Président, on doit faire ça. Eh ben, vous faites ou vous partez. C'est la réalité politique. Que la réalité aujourd'hui impose ces pratiques, je peux l'entendre. Ouais. Maintenant, on a été précurseur sur bien des textes de droit international. Lesquels? Mais tout ce qui concerne notamment le côté garant des droits de l'homme dont je faisais référence. Y compris en Israël et en Palestine. Ben justement, mais c'est ce cadre juridique qui permet aujourd'hui, notamment à l'ONU, même si les actes ne suivent pas selon moi, parce que bien évidemment, il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique en termes de texte. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui des condamnations qu'on n'aurait jamais vues sans cadre juridique. On aurait tous fermé les yeux et on aurait été, nous, en tant que citoyens, en train de dénoncer, mais sans cadre juridique valable, ça nous poserait un problème. Non, mais est-ce que je peux être cynique ? Est-ce que je peux être cynique? Oui, bah allez-y. Vous l'êtes depuis tout à l'heure, donc allez-y, continuez. Alors, allez voir deux morts. Vous leur dites, vous êtes morts au nom de la loi. Et vous êtes morts parce qu'on n'a pas appliqué la loi. Et recueillir leur point de vue et on en discute. Oui, bah s'ils sont morts, on peut pas. Non, mais c'est pour ça. Il y en a qui est mort au nom de la loi. Ah non, mais moi je vais utiliser un petit peu plus de cynisme. Allons voir les familles de ces défunts. Oui. Et tenons-leur ce discours. Et les réponses seront radicalement opposées. Oui. Moi, sauf les familles qui acceptent de l'argent en compensation, et tout d'un coup la douleur s'achète avec l'argent. Soyons réalistes. Quel tableau noir que vous êtes en train de nous faire de la réelle politique, Christophe. On peut au niveau de la mairie, du département, de la région, de la commune, de l'association, éventuellement un jour au nom d'une radio, faire de la morale et l'appliquer et se l'appliquer. Mais dès que vous montez là-haut et que vous avez des décisions, j'allais dire, c'est simple, vous voulez pas que je vous raconte comment la France a perdu tous ses marchés en Iran, au nom du droit international, par nos amis les Américains, qui nous ont sauvés en 1946. Donc vous savez, la politique est un domaine de rapport de force. Et on rajoute un peu le vernis, comme j'ai dit tout à l'heure, et le maquillage, pour faire un peu droit de l'homme, pour faire un peu de liberté, pour faire un peu égalité. La preuve, cher Ismaël, vous en avez parlé, on en parle depuis tout à l'heure. Le Mali, la France, parce qu'elle a des choses à tirer. Elle n'a plus rien à tirer, elle se retire. Vous avez pire que ça. La France a participé à la destruction de la Libye. Et aujourd'hui, la France ne tire rien de la destruction. Et pour en terminer, parce que la mémoire, il faut qu'elle soit toujours là, comme disait Bourges, Hervé Bourges, le président CSA, les Africains ont une mémoire d'éléphant. Il est parti à la deuxième guerre d'Irak en disant il faut être à la table de la guerre pour être à la table de la paix et donc pour avoir des marchés de reconstruction derrière. C'est lui qui a dit les Africains ont une mémoire d'éléphant? Non, Hervé Bourges. Ah oui, c'est un peu condescendant quand même. Non, parce que lui, il se prend pour un Africain. Ouais. Et c'est une qualité dans sa bouche. Ouais. C'est pas une insulte. Ils ont dit l'éléphant n'oublie pas. Alors, si vous voulez quitter l'Afrique, allez au Maghreb. Et on dit ne dormez jamais. On quitte pas l'Afrique. Non, mais on monte, on traverse les déserts, cher Christophe. On va au nord, quoi. Au nord. Et on dit les chameliers, les vendeurs de chameaux disent aux gens ne dormez jamais dans un camp dans lequel il y a un chameau que vous avez frappé un jour. Il viendra vous écraser en plein désert. Voilà la mémoire. Voilà. Bon, Ismaël. Mais bon, comme il se lance de la politique, je ne vais pas les décourager. Voilà, vous êtes en train de nous écouter, là. Je vais lui dire, voilà la réalité. Maintenant, espérons que tous, y compris José Bové, est-ce que le José Bové d'aujourd'hui
parle comme les José Bouvet d'il y a 20 ans. Ouais. Ismaël, donc en fait, il est en train de nous dire, Tarek Mami, que Ismaël, aujourd'hui, tu as 25 ans. Quand tu auras 45 ans, tu vas parler différemment. Alors Bourguiba disait, pour Alors, rigoler je vais et terminer rajouter sur un point. Smaël, il dit, celui qui a 18 ans, qui n'est pas communiste, c'était à l'époque, n'a pas de cœur. Celui qui l'est toujours à 35 ans, c'est qu'il n'a pas de tête. C'était Bourguiba. Ouais, 57, Ouais, c'est ça, dans les années je vais faire la 65-70. différence. Mais c'est Mais- des blagues qui expliquent qu'est-ce que c'est que la politique profonde. Ismaël. Mais moi, après, je vais terminer sur un point très court, c'est que ce côté moralisateur, j'y tiens, parce que pour moi, il est important dans ce milieu où effectivement, il n'y a pas beaucoup de... Comment, il y a pas beaucoup de, ni de remords, ni d'humilité d'ailleurs. Et moi, je rassure tout le monde, je ne dis pas plus, et c'est déjà pas mal, que le Parlement européen qui donne des directives justement avec un partenariat avec la Commission européenne. Ouais. Moi, être ministre ou président de la République, si tant est qu'on puisse le devenir aussi simplement, ça m'intéresse pas pour la simple et bonne raison que je pars du principe que aujourd'hui, les technocrates ont bien plus de pouvoir et que l'exécutif sert de punching ball. Et ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors soyez un bon technocrate et insufflez les bonnes idées éthiques. Voilà, c'est pas mal, Ismaël. Bon, bah très bien. Bah écoutez, on en a fini. Donc, Emmanuel Macron qui a annoncé un calendrier qui va être annoncé d'ici quelques jours, hein, parce qu'on faut être très clair, on ramène pas 5500, 700 soldats comme ça d'un coup. Hein. Ça va se faire en plusieurs étapes, tout ça. Évidemment. Et puis effectivement, on va surveiller un peu ce qui s'y passe et peut-être qu'on va pas retirer tous les soldats, quoi. On va ce qu'on appelle en langage militaire, cher Christophe, on va les prépositionner. Ouais, c'est ça. Bon, on va parler toujours du président qui s'est fait gifler cette semaine, vous le savez. D'ailleurs, l'auteur de la gifle a pris 18 mois, dont 4 mois fermes en prison, dans mandat de dépôt hier, je crois que c'est du côté de Valence, hein, qu'il a été invité à aller en prison. Il a passé sa première nuit en prison cette nuit. Du coup, après cette gifle qu'il a reçue, le président qui tente de minimiser, hein, est-ce qu'il peut continuer comme ça, aller rencontrer les Français comme il aime le faire, et c'est pas le seul d'ailleurs. On sait que Chirac aimait le faire, on sait que Sarkozy aimait le faire, Hollande aussi, voilà. Christophe. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Chirac avait un avantage sur tous les autres. Il était grand. Voilà. C'était un peu plus dur pour le gifler, c'est voilà, vrai. donc quand il monte la main, t'arrives à peine au niveau de la barbe, j'allais dire. Mais oui, c'est vrai. Bon. Je l'ai assez interviewé pour voir que quand tu tends le micro en haut, au bout de 3 minutes, t'as mal à la main, t'es obligé de baisser le micro. Ce qui était beaucoup plus pratique pour Sarkozy, par exemple. Ouais, oui, ça. Voilà. Bon, allez, donc on en reparle dans un instant. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on aurait applaudi Ah bah non. Sarkozy giflé, parce qu'en fait, c'est le symbole de la République, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On en reparle dans un instant. Et vos appels au 01 40 33 9000 pour vous. Est-ce que le président Macron peut-il continuer à aller faire des bains de foule? Est-ce que là, ça y est, ça n'en est pas terminé pour son mandat de ces rencontres comme ça qu'il aime, en tout cas, aller rencontrer les gens un petit peu partout sur le territoire français. 01 40 33 9000, on en parle ensemble. Allez, 2 autres invitations à vous offrir pour le Cabaret Sauvage, spectacle donc orchestre de la Casbah, pour demain soir à 19h ou dimanche après-midi à 16h. 2 places à vous offrir pour l'un ou l'une d'entre vous. Le premier à m'appeler au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 ce vendredi. Soyez les bienvenus les amis, avec Tarek Mami, avec Ismaël Boudjekada qui est avec nous et qui sont avec nous aujourd'hui. Et on a Rim qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Rim. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment va Rim? Très très bien. Tout va bien. Elle nous appelle d'où, Rim? Elle est sur la route, Rim. Elle enquille de la 104 la A4. Ah, voilà. Elle est bouchon du vendredi soir, hein, voilà, pour rentrer à la maison. Exactement. Vous faites quoi dans la vie, ma chère Rim? Je suis inspectrice dans l'hôtellerie. Inspectrice dans l'hôtellerie. Ah ouais, oui. Qu'est-ce que vous inspectez pour voir si les chambres sont propres, si le service est... La qualité, exactement. Ah, très bien, très bien. Donc pour les hôtels en région parisienne principalement? Roissy en France, Saint-Germain, Paris, oui. Ah, donc il y a des bons hôtels à conseiller. Bon, on ne le dira pas ici, hein, évidemment. Très bien. Et puis il y a peut-être des hôtels à déconseiller aussi. Aussi.
Aussi, d'accord, très bien. On va pas dire non plus. Voilà, on va pas dire non plus, évidemment. Alors, écoutez, Rim, vous allez aller donc avec la personne de votre choix, et ça vous regarde. Dimanche après-midi, donc, allez voir ce spectacle, l'orchestre de la Casbah, avec un invité, je crois que c'est le chanteur de l'Orchestre National de Barbès qui sera l'invité guest star ce dimanche. Donc, c'est à partir de 16h le spectacle. Donc, bon concert à vous pour dimanche, ma chère Rim. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Vous allez profiter de ce beau spectacle en plein soleil, en plein cœur du parc de la Villette. C'est merveilleux, c'est magnifique. Oui, je viens mettre ma maman, donc ça c'est surtout pour elle. Je pense que ça va lui faire très plaisir. Elle ne le sait pas encore, mais ça va lui faire plaisir. Et ben voilà, la petite surprise pour la maman. Parfait. Bon week-end à vous, Rim. Merci, c'est gentil. Bon week-end à vous. Au revoir. À très bientôt. 01 40 33 9000. Est-ce que le président Macron peut-il encore s'offrir le luxe d'aller faire des bains de foule après ce qui s'est passé mardi après-midi dans la Drôme, la gifle qu'il a reçue par cet individu qui a été directement interpellé, bien sûr, et qui a reconnu les faits. D'ailleurs, il ne regrette rien. C'est ce qu'il a déclaré hier devant le procureur. Du coup, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois fermes. Est-ce que d'ailleurs, pour commencer, Ismaël, est-ce que tu trouves la décision de justice proportionnée ? Oui, et honnêtement, même plus, ça m'aurait pas forcément choqué un peu plus de ferme. Je veux dire, à un moment donné, moi, je suis le premier à ne plus pouvoir voir Emmanuel Macron, je veux dire, sur le plan politique. Maintenant, qu'on ait des différences, c'est une chose. La violence n'est pas excusable en soi. Je voyais certains commentaires sur les réseaux sociaux passés, certains s'en réjouissent, mais la grande majorité de nos concitoyens ont trouvé l'affaire scandaleuse et la condamnent bien évidemment. Politiquement, même si certains doivent s'en réjouir, tout le monde a joué la carte de la solidarité, et heureusement. Mais je veux dire, c'est quand même d'un côté la fonction qu'on doit respecter, mais au-delà de ça, est-ce que des différents politiques, y compris au sein d'un conseil municipal, d'un conseil départemental, régional ou à l'Assemblée nationale, justifient cette violence? Par contre, je me permettrai pour le coup, et c'est à mon tour de le faire, un petit peu de cynisme. J'aurais aimé entendre une condamnation aussi unanime lorsque Madame Avia, qui s'en émouvait sur les réseaux sociaux, a mordu son chauffeur de taxi, ou lorsque Medjid El-Guerab a défoncé un de ses collègues à coups de casque. L'indignation est sélective sur des affaires qui sont tout aussi scandaleuses. Elle ne concernait pas le chef de l'État. L'exemplarité était de mise puisqu'on touche quand même le représentant de la nation, représentant de tous les Français. Mais à côté de ça, la violence de manière générale, et d'ailleurs violence exacerbée, on le voit à travers l'actualité, limite un forcené par jour, elle est tout aussi condamnable, et la même sévérité, la même surtout rapidité de la justice qu'il faut souligner, doit être de mise dans tous les cas de violence. Il n'y a pas de hiérarchie à mon sens. Je suis assez d'accord, hein. Tarek. Rien à rajouter. Oui, on est d'accord. Oui. La décision de justice proportionnée pour vous, Tarek? Oui, moi j'aurais voulu qu'on y ajoute 2 choses, donc 4 mois ou 6 mois. 3 ans d'interdiction droit civique. Voilà, ça, j'ai pas vu, mais si c'est fait, ça c'est une bonne chose. Mais je ne sais pas si c'est interdiction ou pas. Si, c'est interdiction. Il ne peut pas très voter bien. pendant 3 ans. C'est pratique, en 2022, il ne pourra pas voter contre Macron. Très bien. Très bien. C'est pas parce que c'est Macron, le président Macron. Et j'y aurais rajouté pratiquement 6 mois de travaux d'intérêt public dans 2 endroits où ce citoyen aurait à côtoyer d'autres citoyens, pour qu'il voit comment d'autres personnes vivent et qu'il ne soit pas resté dans sa bulle, parce qu'on reproche trop aux citoyens de culture musulmane d'être dans leur bulle et d'être communautaires, et on ne le reproche pas assez à ceux qui sont royalistes ou ceux qui sont Front National. Moi, je pense que la mixité sociale doit faire partie de la punition judiciaire, donc prison, plus intérêt général, et peut-être pas 3 ans d'interdiction de vote, mais 3 ans de quelques heures par semaine de travaux d'intérêt général. Parce que je pense que avant, la mixité sociale se faisait principalement dans les écoles. Aujourd'hui, les écoles sont en train d'être dispatchées entre privé et public, et dans privé plutôt confessionnel.
Avant, la mixité se faisait chez les militaires et dans l'armée dans 18 mois ou dans les 2 ans de service militaire. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Aujourd'hui, la seule mixité sociale, entre guillemets, c'est dans les stades, mais à condition qu'on soit du même côté et du même bord, du même club. Bon, on en reparle dans un instant. Continuez d'en parler avec vos appels au 01 40 33 9000. Le président Macron peut-il s'offrir encore le luxe d'aller faire des bains de foule après ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut aussi peut-être apporter quelques critiques aux services de sécurité qui entourent le président de la République? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Bon, il y a quelques personnes qui travaillent dans le domaine qui m'ont dit que c'était difficile à éviter dans ce contexte-là. On y va ou on n'y va pas. Voilà, on y revient dans un instant, juste après le rappel de l'actualité, puisqu'il est sur France Maghreb 2 et à Paris, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, 17h. Merci d'être avec nous en direct pour le grand forum avec Ismaël Boudjekada, avec Tarek Mabi. Et on parle donc de ce qui s'est passé cette semaine et de cette gifle qu'a reçue le président Macron. Et c'est vrai, Ismaël, il faisait référence il y a quelques instants, Tarek. Les commentaires sur les réseaux sociaux, ça a été dramatique. Franchement, on a pu lire des choses absolument scandaleuses. Il l'a bien cherché. Là, c'est vraiment les plus soft que je vous relais ici. Mais voilà. Et c'est vrai qu'en grande majorité, quand même, on a regardé. Parce qu'on aime beaucoup aussi regarder ce qui se passe au niveau des sondages. C'est 7 points de plus dans les sondages. Bon. Ah oui. Ah oui. C'est une gifle qui rapporte gros quand même. Il aurait fallu qu'il l'ait juste une semaine avant le premier tour de l'année prochaine, quoi. Oui, bah à ce rythme-là, s'il se fait une gifle par semaine ou par mois, c'est bon pour lui. Hein. Non, mais surtout juste avant le premier tour. Bon, alors cela dit, la question reste posée. Elle se pose, Tarek Mami, est-ce que pour vous, le président Macron, après cet événement qui est survenu donc cette semaine dans la Drôme, est-ce qu'il peut continuer d'aller comme cela à la rencontre des Français, de s'offrir le luxe de ces bains de foule comme il aime et comme d'autres présidents en leur temps aimaient le faire? Alors je pense que vu la personnalité de M. Macron, il va continuer à le faire, parce que s'il ne le fait pas, toute la presse va le traiter la presse en partie et les citoyens de lâche. Donc je pense qu'il continuera à y aller. Peut-être, si tu veux, parce que là, quand on vit le truc, c'est comme un joueur de foot qui va féliciter celui qui a marqué un but, quoi. Il y a été direct. Peut-être qu'il ira beaucoup plus doucement. Et surtout, comme disait quelqu'un, quand on salue de la main gauche, on laisse cher Christophe, la main droite de libre. Peut-être qu'il y aura la consigne qu'il ne tombe pas les mains. Ou quand il tend la main, il prend toujours la main droite en pensant que 99% de la population est plutôt droitière que gauchière. Mais pour moi, il continuera à y aller. C'est son caractère, c'est sa façon de faire. Il ne peut pas s'en empêcher. Et puis, c'est un choix politique, quoi. C'est l'homme qui va... Aux États-Unis, apparemment, il est interdit de faire ce genre de choses. Et que même quand le président demande à le faire, la sécurité se met, j'allais dire, entre les gens, que le président s'approche, mais il ne touche personne et personne ne touche la présidence. Ouais. Ismaël, est-ce que pour toi, le président Macron peut continuer à s'offrir le luxe d'aller faire des bains de foule et avec ce qui s'est passé quand même, il va faire un peu plus attention, je pense, quand même. Plusieurs choses. La première, c'est qu'à un moment donné, on est là depuis plus d'1 an et demi à galérer et avec des spots publicitaires, des consignes à répétition, nous demandant de ne pas se serrer la main, nous demandant d'éternuer dans nos coudes et compagnie. On connaît, je vais pas refaire la musique. Que le président Macron fasse des bains de foule, il doit continuer de le faire parce que sinon c'est une victoire pour une personne aussi insignifiante que celui qu'on a appelé le gifleur. Maintenant, je veux dire, juste le respect des gestes barrières en période Covid, ne pas serrer les mains, même si c'est un bain de foule et que c'est tentant. Voilà, ça aurait pu éviter cet épisode. Maintenant, moi, ce qui me pose quand même question, à l'époque, quand j'habitais justement en région parisienne, j'allais systématiquement, lorsque l'invité m'intéressait entre guillemets à la sortie de BFM et compagnie pour interpeller certains personnages publics. Je peux vous dire qu'au bout de la 4e fois, quand il y avait des personnalités de l'exécutif, systématiquement, le service de sécurité venait à ma rencontre et me demandait une certaine distance. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant cette affaire de la gifle, peu de temps avant, on a l'équipe de Quotidien qui va interviewer les 3 compères dont le gifleur, ouais. Et on leur pose un certain nombre de questions et ils répondent qu'ils ont des choses à dire mais qu'ils ne peuvent pas les dire. Ils sortent un certain nombre de propos royalistes et compagnie.
Au niveau de la sécurité du président de la République, on a ce qui est visible, les hommes en costume à ses côtés et compagnie. On a aussi les forces de gendarmerie, de police, peu importe, mais on a aussi des personnes en civil qui sont là dans la foule. Eh oui. Donc, partant de ce principe, je veux dire, comment on peut passer à côté d'une caméra de personnes qui sont interviewées? Là, c'est un problème de filtrage, quand bien même on ne va pas tirer sur les services de sécurité parce que leur boulot est assez compliqué et que c'est facile de leur jeter la pierre. Il y a aussi le comportement du président de la République qu'il faut questionner. Et je dirais simplement une dernière chose. Heureusement, les salles de cinéma, les espaces culturels commencent à réouvrir, mais on leur oblige, le respect de la jauge, on oblige une certaine distance entre le public et compagnie. Et là, sous prétexte que le président veut se prendre un bain de foule, on laisse les gens s'amasser autour de barrières, sans respect des distanciations sociales entre eux. Et s'il y avait eu un véritable filtrage, une volonté de faire en sorte que les gens soient bien espacés et compagnie, et de limiter le périmètre, pour moi, on aurait pu éviter ce scandale. Maintenant, je terminerai en disant, c'est qu'une gifle. Il ne faut pas en faire une affaire d'État, même si c'est le représentant de l'État en l'occurrence qui est ciblé, et puis passer à autre chose, parce que là, on est en train de faire de la pub à ce monsieur royaliste qui, une fois encore, va jouer la carte de la victimisation, même s'il ne regrette rien. Aujourd'hui, c'est pas nous qui dormons en prison, c'est bien lui. Je veux dire, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Et je pense que la sévérité de la sanction, parce que je rappelle aussi qu'il a interdiction à vie de pouvoir prétendre à de la fonction publique, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je pense que ça va en dissuader quelques-uns. C'est clair. Là, c'est clair. Une petite info quand même importante, Tarek, c'est qu'un des membres du service de sécurité du président avait déconseillé au président d'aller à ce fameux bain de foule. Justement parce qu'il y avait quelques problèmes, des choses qui avaient été peut-être observées, comme vient de le dire Ismaël, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des gens des RG, etc., qui sont aussi dans la foule en civil, qui écoutent, qui scrutent un petit peu ce qui se dit au travers du public, etc., et repèrent un peu les individus qui peuvent être des individus qui peuvent poser problème éventuellement à l'arrivée du président. Donc il y avait un membre du service de sécurité qui avait émis une objection quant à faire ce bain de foule à cet endroit-là précis. Donc visiblement il n'a pas été écouté, en tout cas le président n'en a fait qu'en sa tête. Moi je pose une question de science-fiction. Si c'était M. Benalla qui était responsable de cette opération, est-ce qu'on en serait là ou pas? Je ne sais pas, mais on est dans la science-fiction. Est-ce qu'il ira demain le président ou pas? Je pose la question à Benalla. Ouais. En tout cas, c'est vrai que, alors, il faut bien préciser que c'est pas la première fois que ce type d'incident arrive. C'est arrivé au président Hollande qui s'est fait lui enfariner. Oui, jusque-là, c'était la farine. Oui. Il y a pas eu. Il y a Sarkozy, il y a eu Sarkozy aussi qui a été un petit peu bousculé. Oui, il n'y a pas eu. Je crois que c'est comment il s'appelle, l'ancien premier ministre espagnol de France qui a été lui giflé. Oui, il a été giflé, c'est vrai. Voilà. Valls aussi. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas quel poste il occupait à l'époque. S'il était plutôt Premier ministre, ou plutôt ministre, ou plutôt candidat. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas non plus, mais voilà. Quoi qu'il en soit, même si c'est Manuel Valls, voilà, non, mais c'est pour dire que le précédent est arrivé. Sinon, avant, on a eu donc la tentative d'assassinat du président Chirac sur les Champs-Élysées. Oui, exact, 14 juillet. Oui, et qui est encore plus grave que la gifle. Ah oui, évidemment. Et c'était déjà les royalistes. Mais est-ce que messieurs, est-ce que c'est pour vous un acte isolé, ou alors est-ce que c'est un reflet aussi d'une société qui est de plus en plus violente et peut-être d'un stress post-Covid qui fait son retour ou son apparition, j'ai envie de dire Non. Pour moi, en fait, le Covid a bon dos, mais nous vivons dans une société où les distanciations, non pas sociales, mais politiques et des rapports des uns et des autres sont en train de s'estomper. On insulte sur les réseaux sociaux, donc on insulte sur les plateaux de télé, et vous en avez des spécialistes, on insulte dans les meetings et les manifs, et aujourd'hui on gifle dans la rue. Donc je pense que c'est plus dans l'air du temps que les conséquences de la Covid avec ou sans Covid. Pour moi, cette gifle serait arrivée, en tout cas cette offense au président de la République serait quand même arrivée, vu le contexte global. Ouais. Ismaël, tu partages ou peut-être Moi, je partage, je rajouterai juste quelque chose. Je pense que concernant l'incitation à la haine, notamment, parce qu'on a effectivement des grands noms, une fois encore, de la politique française qui sont experts en la matière, je pense qu'il faudrait faire évoluer le cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas condamner de la même manière un citoyen qui incitera à la haine et une personnalité publique qui a un impact réel sur l'inconscient collectif, et même sur la conscience collective, et qui appellerait justement ou provoquerait, inciterait à la haine. Je pars du principe que la fonction, parce que si vous voulez, un citoyen qui va gifler, comme ça a été le cas
avec Emmanuel Macron, quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. Je pense qu'il doit y avoir réciprocité au niveau de l'incitation à la haine lorsque vous êtes responsable public ou lorsque vous avez tout simplement un certain auditoire, une certaine influence. Ça peut même concerner, par exemple, des influenceurs. Je veux dire, ça part même jusque-là. Je pense qu'il doit y avoir une circonstance aggravante par rapport au fait que vous exacerbez une fois encore cette violence. Darmanin s'est fait laminer lorsqu'il a parlé d'ensauvagement de la société. Je veux dire, je ne suis absolument pas un fan de Darmanin, que je ne peux pas voir non plus. Mais par contre, nier le fait qu'aujourd'hui la société s'ensauvage à certains endroits, oui, il y a des explications. Mais effectivement, c'est le cas. On a des violences qui sont systématiques, de la plus petite violence qui peut être par exemple des rodéos urbains qui viennent perturber la tranquillité de quartier, à la violence beaucoup plus importante qui est physique et que là on a pu voir traduite par la gifle qu'a reçue Emmanuel Macron. Oui, mais à un moment donné, que ces responsables politiques prennent leurs responsabilités, qu'ils soient tenus pour responsables devant la loi. On a, pour moi, surtout cette violence verbale symbolique dans les télévisions dites, pour moi, d'opinion continue, où des gens qui n'ont de compte à rendre à personne. D'abord, ils n'ont pas de compte à rendre au CSA, parce que le CSA doit écouter après coup pour savoir si la phrase a été excessive ou pas. Et après, à la justice non plus, parce qu'il faut que les gens déposent plainte dans les 2 mois. Et qui va déposer plainte quand on parle des musulmans? Qui représente les musulmans? Quand on parle des homosexuels, est-ce qu'il y a une association qui représente? Et donc, vous avez en fait cette violence verbale est exacerbée d'abord dans ces télévisions d'opinion continue. Ensuite, et surtout sur les réseaux sociaux, surtout quand les gens sont anonymes. Et derrière, donc vous avez, chacun doit, comme dans une cour d'école, si le premier a donné une gifle, le deuxième doit donner un coup de poing, et le troisième doit donner un coup de massue. Et donc on rentre dans une espèce de mimétisme de la violence au quotidien qui n'est pas arrêté, ni par la loi, ni par le droit, ni par l'éthique et la morale dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que Tarek nous dit, Ismaël, que la violence se banalise. Par justement le fait de ces médias d'infos en continu ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant c'est très facile derrière un clavier d'insulter n'importe qui, voire même de menacer. Bon, on rappelle que c'est pénalement puni, hein. C'est pas parce qu'on a un compte anonyme qu'on peut pas se faire attraper. C'est très simple, hein. Visiblement avec les adresses IP on peut vous retrouver. Donc voilà, mais c'est vrai que cette violence elle s'est installée, cette violence verbale en tous les cas sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télé. Quand on voit même certains leaders politiques, c'est extrêmement violent. Je veux dire, même des éditorialistes qui s'expriment, qui sont vraiment très violents aussi dans leurs propos, Ismaël. Non, mais justement, moi, je pense qu'il faut une certaine exemplarité. Quand je vois, par exemple, Madame Balkany avec un bracelet chroniqueuse chez Hanouna, ça me pose un problème moral. Quand je vois à côté de ça Éric Zemmour qui de procès en procès se fait condamner, mais qui systématiquement se ramasse une amende de l'ordre de 10 000 euros. Pour lui, c'est comme s'il donnait 10 centimes quand on compare à quelqu'un qui touche un SMIC. Qu'il ne paye pas de sa poche en plus. La récidive venant de personnalités, une fois encore, qui ont de l'influence, qui ont un réel impact sur la société, doit être condamnée encore plus sévèrement que la gifle à destination du président de la République. Et je pense qu'à un moment donné, au bout d'un certain nombre de condamnations, on doit, pour les responsables publics, mettre des peines planchées qui soient des peines d'emprisonnement ferme et exécutées. C'est peut-être un petit peu strict, il y en a qui vont crier au scandale, à la volonté de censure, etc. Mais quand plusieurs tribunaux différents vont sur la même décision de justice et qu'on a une personne condamnée 4, 5, 6 fois, qui a encore la même tribune, la même audience, qui a aucun impact, si ce n'est financier, sur sa situation, pour moi, ça n'est pas normal. Et ces gens-là, ces diffuseurs de haine, doivent à un moment donné passer aussi un petit peu de nuit en prison, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de ces violences. Je rappellerai même que, je ne sais plus si c'est... j'ai un doute. Ah oui, c'était en Nouvelle-Zélande. Le terroriste de Nouvelle-Zélande qui a assassiné plusieurs musulmans dans une mosquée a expliqué avoir fait un petit voyage en France et avoir été particulièrement influencé par le discours de grand remplacement qui est notamment tenu par Éric Zemmour. Donc à un moment donné, on se rend compte du niveau auquel peut nous conduire justement ce laxisme au niveau de la justice à destination des personnalités publiques. Il y a des vies qui sont en jeu et je pense qu'on a beau être une patrie garante de la liberté d'expression, il y a un moment donné où permettre d'avoir 4-5 mois de vacances parce que la personne dort en prison et parce qu'elle est particulièrement dangereuse, parce que moi je pars du principe qu'Éric Zemmour, pour ne pas le citer encore une fois, est particulièrement dangereux. En tous les cas, moi je pense que voilà, c'est inévitable et qu'il faut
être extrêmement ferme vis-à-vis de ces spécimens-là. Alors, je peux rajouter un point de détail, comme dirait l'autre, mais de précision technique. Ouais, faites gaffe avec ce terme, hein, ça a coûté cher à certains Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que je dis de précision technique. Quand vous êtes directeur de radio et que vous déposez un dossier de candidature, cher Christophe, on vous demande de déposer un bulletin numéro 3 comme quoi vous n'avez pas été condamné. Quand vous faites la même chose pour être chauffeur de taxi, au VTC, on vous demande le même document. Quand vous vous présentez aux élections, et Ismaël vient de se présenter, regardez dans la fiche, il n'y a pas de dépôt de bulletin numéro 3. Et quand vous êtes chroniqueur dans une radio ou dans une télé pour laquelle le président ou le directeur lui a déposé son bulletin numéro 3, on n'exige pas des journalistes ou des chroniqueurs ce bulletin numéro 3, comme quoi on n'a pas été condamné et que le bulletin est vierge. Pire que ça, quand on demande une autorisation de radio, il y a les articles sur la liberté de la presse et sur ce que le média lui-même risque, mais le chroniqueur, lui, ne risque rien. Et dans le cas de M. Zemmour, à partir du moment où il a dit ces phrases, notamment les dernières condamnations par le CSA et pas par le tribunal, pour les jeunes voleurs, violeurs, et c'est des 1000 euros ou je ne sais pas combien c'est, il ne paiera pas de sa poche en plus. C'est l'employeur qui va lui donner une prime avec laquelle il va payer. Donc on a un problème, si vous voulez, de répression de celui qui vole, et on connaît la musique avant l'autoradio, et qui lui est immédiatement arrêté. On a l'interdiction à tous les 365 métiers, il faut ne pas avoir le bulletin numéro 3 vierge. Par contre, les hommes politiques et ce chroniqueur multi-récidiviste, multi-condamné, eux, ils ne doivent pas présenter ce bulletin numéro 3. Donc c'est aussi là où cette, comment dire, où ce double standard, double réseau, géométrie variable, choque les gens. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, il a giflé le président il y a 4 mois, moi la prochaine fois je vais faire mieux, je vais faire une tacle pour que le président tombe par terre, et j'aurai 4 mois, mais tout le monde apprendra mon nom. Donc vous avez une concurrence de la violence qui n'est pas stoppée par la société, ni par la loi, ni par le droit, ni par le reste. Pour Zemmour, on rappelle que c'est CNews qui a été condamné à une amende, hein. Non mais, et lui-même, il a été... Lui. Non mais lui, il a été condamné... Pour les propos tenus par Zemmour, mais c'est la chaîne qui a été condamnée. Oui, mais donc c'est la chaîne qui va payer. Bien sûr, c'est ce que je dis. Ouais. Et c'est pas 10 000, hein, je crois que c'est 200 000 euros. Non mais le montant, on s'en fout. C'est un spot de pub. C'est un spot de pub qu'il passe quand il est là à dire du mal. Hier d'ailleurs, j'aime pas citer les télés ni les émissions, mais il y a un journaliste hier soir, un chroniqueur saltimbanque, et il a dit, voilà, quand on a vu la gifle du président, on a dit, M. Zemmour, il ne prononcera pas 3 mots. Arabe, noir, immigré. Et il les a prononcés. Il a dit, on s'est trompé. Et il les a quand même prononcés. Oui, Ismaël. Zemmour a quand même dit, il l'a bien mérité. Et je tiens quand même à dire 2 choses. Premièrement, par rapport à ses propos, je rappelle que lorsque... Bien près du micro, Ismaël, s'il te plaît. Bien près du micro. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, voilà. Donc j'expliquais que lorsque Zemmour s'est fait cracher dessus, Emmanuel Macron l'a immédiatement appelé, malgré les divergences idéologiques entre les deux. Pendant 45 minutes. Hein. Ça avait fait scandale. Ouais. Et la deuxième chose, je tiens à préciser qu'il y avait quand même, qu'il existe aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, le Conseil de déontologie journalistique. Moi, non. Quoi, non? J'en suis membre de ce conseil, je suis membre du conseil d'administration. Calmez-vous, pourquoi vous êtes en colère comme ça? Parce que notre ami Ismaïl fait comme beaucoup d'autres, il lit une certaine presse. Oui, il a raison de lire, attendez. Non, mais c'est pour ça que je dis non. Bah oui. Voilà. Cher Ismaïl, je suis cofondateur de ce CDGM. Et quand on s'est installé, le président de l'époque, M. Patrick Evenot, il a dit voilà les dernières rumeurs. Donc si vous pensez que je fais ça à la demande de M. Macron, il faut être clair. Vous restez parce que vous savez que c'est Macron, ou vous partez parce que vous savez que c'est pas Macron. Mais je vous le dis, il y a Macron ni personne. En fait, avant le CDGM, il y avait auparavant une structure qui s'appelle l'Observatoire. Je suis obligé de vous couper, j'ai la pub. 5 secondes. Bah non, j'ai la pub, moi, Tarek, vous savez, vous faites de la radio. 5 secondes, on va être coupé. Observatoire, et on en parle tout à l'heure. Très bien, on en reparle dans un instant. Détail. Important. Voilà. À rappeler. Allez, des places pour le cabaret sauvage. 01 40 33 9000. Vous m'appelez tout de suite, premier aux premières. Vous repartez avec 2 places pour le cabaret sauvage, soit demain soir ou soit dimanche.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est la suite du grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Ismaël Boudjekada qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Et Karim aussi est avec nous. Ah bah il est raccroché mon Karim. Bon bah c'est bon, on a tout noté pour toi. T'es dimanche donc pour le spectacle du Cabaret Sauvage. Donc pour l'orchestre de la Casbah. Cher Karim, bon spectacle par avance. Alors Tarek, précision sur ce fameux conseil auquel faisait référence. Voilà, Ismaël. Alors, c'est un conseil qui sert les intérêts de Macron ou pas? Non. Alors, le CDGM a pris la suite d'un autre conseil qui s'appelait l'Observatoire de la déontologie. Et la France est le 30e pays du monde à créer un CDGM. Les plus connus, les plus importants, ce sont les CDGM de Canada et de Belgique pour les pays francophones. Et donc, ce sont l'avantage de ce conseil, cher Christophe, c'est qu'il est composé de 3 collèges. Le collège des journalistes, le collège des éditeurs, c'est-à-dire les patrons, et le collège du public. Et donc, ces 3 collèges sont élus par l'Assemblée générale. Et chaque fois que, par exemple, M. Zemmour s'exprime dans une télé, dans un média, principalement radio et télé, n'importe quel citoyen, je répète, citoyen, peut saisir le CDGM en allant sur le site de ce conseil pour rapporter la preuve et dire qu'il est choqué parce que cette phrase ne correspond pas à ce qu'on peut appeler un acte journalistique et en tout cas au respect de la déontologie. Et donc, ce conseil demande à 3 personnes, un représentant de chacun des 3 secteurs, éditeur, journaliste et public, pour dire est-ce que cette phrase correspond à de la déontologie juridique ou pas. Et ce conseil n'a rien à voir avec M. Macron, puisque l'idée de sa naissance était mise en place avant l'arrivée à la candidature à l'élection présidentielle de M. Macron. À moins que M. Macron, à 5 ans, avait tout prévu pour la France pour les 70 ans qui arrivent, ce conseil n'est pas le conseil de M. Macron et n'a pas été mis en place à la demande de M. Macron. Et j'en suis à la fois membre fondateur et aujourd'hui membre du conseil d'administration pour un 2e mandat. Voilà Ismaël, pour la petite information. C'est bien à savoir parce qu'effectivement, les informations nous viennent, nous, de notre côté, d'une certaine presse, comme ça a été justement rappelé. Mais cette précision méritait effectivement d'être faite. Ce que je voulais dire sur le CDJM, c'est que effectivement, le côté intéressant, c'est que n'importe quel citoyen peut le saisir. Oui. Sauf que aujourd'hui, je pense que sa principale lacune, c'est que par exemple, moi, ça m'est arrivé à une seule reprise, de le saisir. On m'a d'ailleurs donné raison. Et derrière, allons faire plier les groupes de presse pour qu'ils changent leur comportement en conséquence. Oui. Et ça, malheureusement, c'est ce qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre, à ma connaissance légale, permettant de modifier au final les lignes éditoriales en fonction de ce qui est constaté et rendu public dans des avis officiels du CDJM, par le CDJM, justement. Alors, pour commencer, personne en France, au nom de la liberté de la loi de 1881, personne ne peut modifier la ligne éditoriale d'un média quelconque. C'est la loi. Donc, on peut attaquer la ligne éditoriale après coup, parce que imaginez, moi, je suis de gauche ou d'extrême gauche, je demanderai l'interdiction de... gauchiste. Non, mais j'y viens, cher Christophe. Alors, j'inverse. Moi, de droite ou d'extrême droite, je commence à demander l'interdiction d'un journal comme l'Humanité, parce qu'il ne correspond pas à ma vision éditoriale et que je considère qu'il travaille contre la France. Et de l'autre côté, je redeviens donc islamo-gauchiste, comme dirait notre ami Christophe, et je demande l'interdiction de valeur actuelle parce que pour moi, il nuit à la France. Donc vous voyez que la loi ne permet pas l'interdiction. D'ailleurs, si vous lisez les statuts de CDJM et d'autres, on dit quand un texte est fait au nom de l'éditorial, quand un citoyen le saisit, on répond, il fait partie de la ligne éditoriale, on ne peut pas le critiquer. Ce qu'on critique, c'est ce qu'on appelle le fait journalistique. Le président Macron est giflé, le journaliste fait tout un article sans donner le fait pour dire un citoyen a giflé le président de la République, commence à dire le gifleur est dans sa raison, il s'est révolté, le ressenti, la chose. Donc voilà la différence de ce que fait aujourd'hui le CDJM et d'autres. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, depuis quelques années, en tout cas on essaye de dire avec Christophe dans cette émission et dans d'autres, s'il vous plaît, commençons par les faits. D'ailleurs, quand on fait une vraie école de journalisme, on vous apprend une chose claire.
les faits sont têtus, et donc les faits doivent être rapportés tels qu'ils ont eu lieu, et le commentaire est libre. Donc, sauf qu'aujourd'hui, les faits sont souvent oubliés, et c'est le commentaire libre qui prend le dessus dans notre pays, dans les médias, dans certains médias en tout cas, et surtout sur les réseaux sociaux. Donc le fait, c'est, comme M. Zemmour, encore une fois, dit les jeunes sont violeurs. Ça veut dire 100% des jeunes étrangers qui arrivent en France sont violeurs. Ça, est-ce que c'est un fait? C'est pas un fait, ça. Voilà. Le commentaire, c'est que M. Zemmour constate que parmi les violeurs, il y a des jeunes et des jeunes de l'immigration qui n'ont pas de papier. Ça, c'est un commentaire sur un fait minime. Et le CDGM et les autres observateurs et tout ça, et nous, ici à France Maghreb, même à certains moments, de temps en temps avec Christophe, on fait de checking d'informations. Et le vendredi, on commence par dire, voilà ce qu'on a vu, est-ce que le fait est avéré ou pas? Donc la différence que nous avons aujourd'hui, c'est que la place du commentaire, de l'opinion et de l'éditorial est devenue supérieure à l'état des faits. On va faire simple, Christophe et moi. Christophe soutient le PSG, moi je soutiens l'OM. Oui. Les deux équipes... L'erreur est humaine. Hein. Oui, dans le deux sens d'ailleurs, pour faire simple. Et donc, le match se joue, et Marseille gagne 1-0. Et Christophe, il dit, qu'est-ce que c'est que cette équipe de naze qui gagne une grande équipe. Ben, je ne sais pas si elle est de naze, mais l'effet, c'est que PSG a perdu. Et inversement, le PSG met 5-0 à l'OM, et moi, je vais venir, oui... Moi, je vous dis, c'est normal. Non, mais et là, je viens vous dire, mais c'est normal quand vous avez un capital de 50 millions d'euros pour acheter les joueurs, les entraîneurs, le stade, et éventuellement les arbitres, même si Christophe peut le reconnaître. Vous êtes des spécialistes pour acheter les arbitres à Marseille, arrêtez. Et que de l'autre, le capital est plutôt de 5 millions contre 50 millions. On est dans le commentaire. Et on oublie tous les deux, parce qu'on est des passionnés de ce sport et de ses équipes, de parler des faits avérés, qui a gagné le match en définitive. Et si vous voulez, je fais exprès, et on commence l'Euro, donc j'espère qu'on aura des choses à nous raconter, parce que ces faits avérés, beaucoup de gens les oublient et glissent directement sur le commentaire du match. Oui, très bien. Alors oui, Ismaël. Très rapidement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, simplement pour que les gens comprennent bien le sens de mon intervention. Bien près du micro, Ismaël, s'il te plaît, bien près du micro. Tu fais de la radio, mon vieux. Ou alors la prochaine fois dans le studio, comme ça, c'est plus simple. Non, il habite toi. Il fera comme celle qui est venue de Lille ou de je sais pas où. Ismaël, vas-y. Non, ce que j'expliquais, ce que je voulais rajouter pour que les gens comprennent bien le sens de mon intervention, c'était de dire, par exemple, la fois où moi je saisis le CDJM, on a effectivement la constatation que la présence d'une journaliste à tel endroit est considérée comme un conflit d'intérêts. Oui. Et malgré cet avis rendu par le CDJM, cette journaliste continue systématiquement d'y venir. Oui. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a un problème, dans le sens où le comportement ne change pas. Parce que quand vous lisez encore une fois les statuts de CDJM et d'autres associations, c'est la loi qui doit interdire. Aucune association, aucun conseil ne peut le faire. Et le CDJM aujourd'hui, et ce n'est pas ni un scoop ni une révélation, cherche à rentrer dans la loi. Ben, il rentrera dans quelques années certainement, mais il ne pourra pas décider de la suite à donner. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre l'affaire de Madame Obono, qui est extraordinaire. Madame Obono se fait trancher l'année dernière, et vous vous rappelez du reportage où elle est esclavagiste responsable de je ne sais pas quoi. Valeur actuelle. Valeur actuelle, excusez-moi, cher Christophe. Derrière, donc, des citoyens saisissent le CDJM. Le CDJM donne tort à Valeur actuelle. Et que fait Valeur actuelle? Elle attaque le CDJM au tribunal, dans ce que nous appelons, nous, un procès bâillon, pour interdire de donner donc, notre avis au prétexte que, à partir du moment où il y a une procédure de droit dans les tribunaux, c'est au tribunal de décider. Or, il se trouve que des citoyens ont saisi le CDJM, des citoyens ont saisi le CSA, et Mme Obono a saisi la chose. Et le CDJM, et je vous le donne, c'est sur le site, a gagné son procès contre Valeur Actuelle. Et depuis, on n'entend plus Valeur Actuelle critiquer le CDJM. Donc, on ne peut pas changer le monde, mais je reviendrai par une petite boutade, cher Ismaël. Au début de l'émission, nous portons l'espoir de l'éthique et de la morale au CDJM, comme vous-même, vous portiez au début de cette émission. L'éthique et la morale pour changer la politique. Voilà, c'est ça. Bon, à chacun son monde, en fait. Ouais. Karim,
Ouais, Christophe, bonjour. Ouais, Karim, je t'ai retrouvé. Comment ça va, mon Karim? Ça va, merci. Et vous, tout le monde va bien? Ouais, très très bien. Tu fais quoi dans la vie, mon Karim? Je suis retraité, moi. Ah, retraité, bah c'est bien ça. C'est un bon métier. Eh ben écoute, mon Karim, dimanche après-midi, tu pourras aller passer un bon petit moment sous le soleil parisien. Voilà, avec l'orchestre de la Casbah, de Méziane Azaïch et toute l'équipe au Cabaret Sauvage, mon Karim. Ok, pas de souci, c'est gentil. Eh ben c'est sympa, tranquille, voilà. Bah écoute, merci à toi, Karim. Merci à toi, Christophe, et à toute l'équipe, et bonne continuation. Merci beaucoup, rentre bien à la maison, bon week-end. On va maintenant s'atteler à un dernier sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est le Rassemblement National, qui est en train de grappiller. Et il y a des élections dans à peine 10 jours, là, le 20 juin prochain, départemental et régional. Et c'est surtout sur les régionales où il va falloir être regardant, puisque le Rassemblement National de Marine Le Pen, ex-Front National, le nom a changé mais les idées certainement pas, risque de grappiller des régions, en particulier PACA, le Nord, la Bourgogne, voilà, là où ils seront vraiment placés comme favoris. Est-ce que le Rassemblement National, cher Tarek, peut être le grand gagnant de cette élection régionale 2021 ? Je n'ai pas amené ma boîte de cristal, cher Christophe. Non, mais au vu des analyses que vous pouvez faire politiques aujourd'hui. Moi, je pense que le Rassemblement National, baptisé Front National et inversement, arrivera premier au premier tour dans 4 régions comme ça à vue d'œil. Alors après, est-ce qu'il finira par remporter une région entière ou pas? Ce qui serait symbolique quand même. Oui, je pense que la région, le ventre mou de la France aujourd'hui est plutôt PACA. PACA, oui. Pourquoi PACA? Parce que principalement, LR, l'ancien ou l'ex-parti de M. Chirac, Juppé et Sarkozy, est déchiré, puisque la moitié est pour soutenir le président sortant de LR. L'autre moitié veut faire une alliance avec Mariani, ancien LR. Et donc, si on veut être méchant, on dit que de toute façon, c'est LR qui va gagner la région PACA. Mais LR dans sa version Front National avec Mariani, ou LR avec sa version Gaudin, représentant par le président Muselier. Mais je pense qu'ils gagneront PACA beaucoup plus sûrement que le Nord, parce que M. Bertrand semble bien placé. L'Île-de-France, pareil, Mme Pécresse semble devant. Et même en Bourgogne, je ne pense pas qu'il puisse gagner. Mais je crains pour PACA. Ouais. Ismaël, le Rassemblement National, même s'il remporte une région, sera déjà une belle victoire pour le parti. Hein. Ah oui, ce sera une très belle victoire. Et déjà, je pense que même les résultats du premier tour, avec un Rassemblement National en tête, pour eux, ils vont communiquer de telle sorte à ce que ça soit une victoire, même si ils ne gagnent pas de région, ou bien si en tous les cas ils en gagnent une ou deux. Maintenant, une fois encore, la stratégie est perdante dans le sens où, là je parle pour les partis dits traditionnels, dans le sens où la défaite du Front National sera rendue possible par une alliance contre nature systématiquement, et donc de facto cette incapacité des partis traditionnels à s'unir dès le premier tour pour faire barrage dès le premier tour au Front National et les empêcher de communiquer en disant que c'est une victoire quand même, ça je pense que c'est une erreur. Maintenant, pour revenir à la Bourgogne-Franche-Comté, puisque là vous l'aviez rappelé, je suis à distance et depuis la Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même une tête de liste, Julien Audoul, qui riait encore récemment du suicide d'un agriculteur, eux qui se présentent comme étant les défenseurs du petit peuple, des oubliés de la République. Peut-être que l'agriculteur n'était pas franco-français. Non, mais il a dit que c'était une machination, hein, je précise quand même. Voilà. Oui, non, mais ça on a l'habitude, au même titre qu'il a dit que c'en était une quand sa tête de liste dans le territoire de Belfort a joué son coup de bluff ou alors a cédé à son coup de flic. Un des deux. Mais en tous les cas, voilà, moi ce que j'ai à dire, c'est que quand on voit Monsieur Audoul sur les plateaux télé dire « Je suis là pour les oubliés de la République », il nous fait toute une liste
et en plein milieu, il nous casse les agriculteurs. Dire arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Il a tenu ses propos qui sont absolument abjects. Aujourd'hui, le mal-être des agriculteurs est une réalité. On est dans une région qui est très rurale. Et à quel moment on peut se permettre, parce qu'il faut savoir que ce sont dans les zones rurales, là je ne parle pas que de la région, mais je parle vraiment des petits villages de cette région de Bourgogne-Franche-Comté, qu'on vote le plus Rassemblement national sur des thèmes comme l'immigration, comme la sécurité, alors qu'effectivement, oui, d'accord, les questions de sécurité, il y a de plus en plus de cambriolages en zone rurale, c'est un fait. Maintenant, il y a la question des moyens alloués à la sécurité de notre territoire qui se pose, et là, effectivement, les partis traditionnels sont en tort. Mais à côté de ça, c'est aussi sur des thèmes comme celui de l'immigration, là où, excusez-moi, je viens de ces petits villages-là, les seuls immigrés qu'ils ont vus, c'est Ismaël Boudjekada, qui est là depuis 3 générations. Donc je veux dire, c'est totalement scandaleux, le RN surfe sur des peurs, et peut-être que c'est la peur de cette vague d'immigrés annoncée par le Rassemblement national qui les place en tête aujourd'hui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on a une belle bande de populistes qui ne maîtrisent absolument pas leurs dossiers, et j'en veux pour preuve un dernier exemple, c'est qu'on parle des régionales, il y a aussi les départementales le même jour, les bureaux de vote vont être divisés en 2. Je précise que, et d'ailleurs un journaliste local l'a très bien rappelé, le Rassemblement national sur les départementales ne fait absolument pas campagne. C'est à peine si les affiches sont collées. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent mettre un lampadaire en face des autres candidats, ils feront quand même leur 20-30% de Bourgogne-Franche-Comté. C'est évident. C'est ça, c'est une triste réalité malheureusement. C'est vrai, tu as raison. Alors il y a quand même, comment il s'appelle, Darmanin, qui avait trouvé Marine Le Pen trop molle, qui quand même déclare d'une victoire satanique en Bourgogne, d'ailleurs chez toi Ismaël, concernant une victoire potentielle ou possible du Rassemblement national. Mais en fait, je pense que Gérald Darmanin est à Marine Le Pen et au Rassemblement national ce que Manuel Valls était à Dieudonné, c'est-à-dire un chargé de communication. Il y a un moment donné, toutes ces sorties bidons qu'on entend, il ferait mieux, excusez-moi, bon, je vais le dire gentiment, il ferait mieux de se taire. Pour la simple et bonne raison qu'il est en train de leur faire de la pub. Et c'est peut-être même volontaire, essayons d'être un petit peu tatillons. Et je rappelle l'historique de Monsieur Darmanin, qui était membre de groupuscules d'extrême droite. Peut-être, dans son inconscient, se permet ces sorties pour justement faire la promotion de celles et ceux qui se rapprochent le plus de lui, idéologiquement parlant. Mais en tous les cas, ça pose question. Et le ministre de l'Intérieur, tout comme l'exécutif, est censé être dans une période de réserve. Et cette période de réserve a été violée par Gérald Darmanin. Et je pense que ça mérite d'Emmanuel Macron une remise en place de son ministre de l'Intérieur, puisque le président de la République étant garant de la Constitution, ce droit de réserve fait partie du cadre légal, et Gérald Darmanin, premier flic de France, vient de l'enfreindre. Je dirais à un moment donné, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tarek, il y a beaucoup de ministres, ministres et secrétaires d'État qui partent au combat de cette élection. Est-ce que là, ça pose pas un problème aussi quelque part là ? D'un point de vue éthique ? D'un point de vue moral, oui. D'un point de vue historique, non. Et en fait, beaucoup de chefs de gouvernement, président de la République, quand tu veux se débarrasser d'un ministre et qu'il ne veut pas les licencier clairement, il l'envoie au charbon pour une élection. S'il gagne, il lui dit « Je te félicite, tu as gagné, maintenant tu quittes le gouvernement et tu vas donc là où tu as gagné. » Et s'il perd, il lui dit « Bon, je ne peux pas te garder parce que l'image du gouvernement va être affaiblie, donc tu démissionnes. » Donc il y a des chances qu'on ne voie plus Marlène Schiappa il y a des chances. Remaniement. Je pense même que c'est fait pour, cher Christophe. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que Blanquer, lui, n'est pas candidat nulle part. Ah oui, ça c'est dommage par contre. Voilà. Et Valls non plus. Hein. Ah oui, non mais Valls, ça y est, ça fait longtemps, plus personne n'en veut. Monsieur 4%, monsieur 4%. Alors j'ai vu une caricature dans un journal, je ne me rappelle pas, ça doit être même Israël ou ailleurs, où donc le jour il y avait une élection, et la caricature dit « Monsieur Valls, juste pour vous dire qu'ici, toutes les places sont déjà prises. » Ouais. Donc c'est même pas la peine qu'il y aille en fait. Effectivement. D'ailleurs, vous savez que le petit secret de la politique, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ayant rencontré quelques personnes la semaine dernière, on dit quoi de Marlène Schiappa ? C'est une personne très fatigante. C'est ce que pensent en tout cas ses collègues, et une personne qui devient fatigante aussi pour l'exécutif. Donc Marlène Schiappa. Pourquoi aller chercher ce que les gens disent ? Il suffit de voir ce que son père a dit d'elle.
Ah, je sais pas, j'ai pas regardé ce que son père a dit d'elle. Tapez Papa Chiappa sur sa fille et vous allez tomber par terre. Ah oui, bon d'accord, très bien. Là on est dans le people, là, très bien. Non, Tiens. on est dans la communication Ouais. et les faits avérés, c'est le papa qui parle. Très bien. Mais je rajouterais une nuance par rapport aux candidats, enfin aux ministres candidats qui viendraient à perdre. Je pense qu'il y aura une exception à la règle, c'est le cas d'Éric Dupond-Moretti. Oui. Je pense qu'Emmanuel Macron, même en cas de défaite, parce que c'est une défaite qui se profile pour lui, et il ne peut pas gagner la région Nord. Il n'est pas tête de liste, et puis donc du coup, il va le garder. Il est envoyé pour enlever 3 points à Marine Le Pen face à Xavier Bertrand. Il n'est pas envoyé pour gagner. Voilà. Oui, alors on est tous d'accord pour dire que l'exécutif quand même n'a rien fait pour freiner le Rassemblement national. Au contraire, il joue la mauvaise carte. On fait comme ça. À force de jouer au pyromane, ça risque de. Oui, mais pour le coup d'après, pour M. Macron, donc on pousse tout pour qu'au deuxième tour, pour qu'à la prochaine présidentielle, il y aura Macron contre Mme Le Pen. Oui, mais attention, ce jeu-là, attention. Non, et pour lui, ça sera encore un deuxième gagnant coup, mais 5 ans après, on verra bien. Et comme dit l'autre. C'est vrai que vous êtes beaucoup trop confiant, à mon sens. Non. Ah, bah si, je vous le dis, moi, le Front républicain ne marchera plus, c'est fini. Non, je ne suis pas confiant. Je vous explique. Oui. Comment le président et son entourage réfléchissent. Oui. Ça ne veut pas dire que je partage à 100%. D'accord. On est clair. Oui, on est clair. Parce que le Front républicain ne marche plus. Ça y est, c'est fini, ça. Non, mais le problème du Front républicain, c'est que vous, avec vos 7% de gifles sondage, et vous avez le gros problème, c'est que les sondeurs posent les questions qu'ils veulent. Si les sondeurs posent aujourd'hui les questions pour les gens qui votent pour de bon, c'est-à-dire les plus de 60 ans, Mme Le Pen ne passe pas. Si on y inclut les moins de 30 ans qui aujourd'hui votent majoritairement pour Mme Le Pen passe. Or, qui vote en définitive, ce sont les plus de 60 ans, surtout qui seront vaccinés et qui seront reconnaissants en président. Donc, ce sont des analyses, mais comme on verra après les réformes si les 7% sont maintenus. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié d'emmener ma boule de cristal. Je l'amènerai à partir de l'entrée dans la campagne électorale l'année prochaine. Inch'Allah. Allez, 17h48, quelques rappels. La diaspora algérienne est invitée à aller voter depuis hier dans les différents consulats pour l'élection législative anticipée, c'est jusque demain, donc, et demain ça sera uniquement en Algérie, mais pour la diaspora algérienne basée en France, c'est depuis hier, aujourd'hui et demain. Dans les différents consulats que vous connaissez bien sûr et auxquels vous appartenez. Je vais faire un tour demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore eu d'écho sur le fait est-ce que les gens se rendent ou se rendent pas. Mais demain j'irai faire un tour. Bah écoutez, a priori les dernières nouvelles, oui, ça c'est timide, c'est très très léger. Un peu plus que la présidentielle, un peu moins. Pour l'instant il n'y a pas de chiffres globalement. Non mais dans vos contacts comme dit l'autre. Non mais pour l'instant il n'y a pas de on peut pas établir de ce constat-là. Pour l'instant on attendra la fin du scrutin pour le savoir. Quoi qu'il en soit, 2 places encore. Allez, et après, cher Christophe, moi je voudrais, dans la dernière minute, te dire un petit mot sur M. Raleh Béchir pour le féliciter. On le dira après donc le gain et la pub. Oui, après le gain et la pub aussi. Tiens, j'aimerais savoir, puisque France Maghreb 2 a lancé un sondage sur Twitter. Il y a 2 matchs de foot ce soir. C'est le match d'ouverture du championnat d'Europe 2020, puisque vous savez qu'il devait se dérouler en 2020. Oui. Il se déroule en 2021, mais on a conservé le nom 2020. Il y a donc Turquie-Italie. Voilà, ce soir, c'est le match d'ouverture à Rome. Et il y a un match amical Algérie-Tunisie ce soir. Où j'en sais rien. Bon, alors, le prochain auditeur, et M. Itache qui écoute, nous dira si ça se joue à Tunis, à Alger, ou peut-être à Rabat. Non, certainement pas à Rabat. Alger ou Tunis, ça c'est sûr, mais certainement pas à Rabat. L'Algérie qui est à sa 26e match sans défaite. Donc peut-être 27e ce soir, ça dépendra du bon vouloir des Tunisiens. C'est un match amical, donc voilà. Donc 2 places, allez, 2 dernières places pour le cabaret sauvage pour demain soir, 19h, ou dimanche après-midi à 16h pour le spectacle orchestre de la Casbah. 01 40 33 9000. Le premier ou la première à m'appeler, c'est 2 places pour vous. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Ismaël Boudjekada qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Alors France Maghreb 2 a lancé ce sondage tout à l'heure sur Twitter. Il y a 2 matchs, ce foot ce soir.
D'ailleurs, je sais pas si Ismaël est un fan de foot. Quoi qu'il en soit, il y a 2 matchs possibles ce soir à vous auditeurs à regarder. C'est le match d'ouverture du championnat d'Europe 2021. Avec une belle cérémonie. Avec une belle cérémonie qui se déroulera à Rome en Italie. Entre l'Italie et la Turquie. Ce soir, c'est le match d'ouverture. La France jouera l'Allemagne mardi, son premier match. Et vous avez un Algérie-Tunisie, ou plutôt un Tunisie-Algérie, puisque ça se déroule en Tunisie, voilà, après renseignement. Oui. Quel match vous allez choisir? Il y en a un, c'est amical, l'autre, c'est quand même la compétition, le lancement. Et c'est aux mêmes horaires, en gros. Oui, en gros. Alors, Tarek Mami, votre cœur balance? S'il y avait les Bleus, ça aurait été la France. La Turquie, l'Italie, je regarderais plutôt Algérie-Tunisie, par nostalgie. Mais s'il y avait la France contre la Turquie ou la France contre l'Allemagne, il est sûr que j'aurais regardé la France. Ismaël, tu regardes un match ou pas ce soir? Alors moi, on va m'imposer de regarder le match, puisque je suis pas forcément très très fan de foot. Mais ceci étant dit, sur le match Tunisie-Algérie, forcément mes origines algériennes vont me faire soutenir l'Algérie de cœur. Et puis face à l'Italie, je soutiendrai pareil, sans grande conviction, nos amis turcs. Très bien, parfait. Lounès est avec nous. Salut Lounès. Salut, ça va Christophe? Bah ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe pour Lounès? Oh, rien, il fait beau, je suis dans la voiture, je vous écoute, tout va bien. Hein. Bon bah super alors. Juste un petit coucou, ouais, ça se joue en Tunisie le match ce soir. Ouais. Oui, c'est bon, c'est renseigné. Oui, il y a la Mauritanie qui joue aussi à 17h, je m'en rappelle plus contre qui. Ouais. Elle joue en Tunisie également. Ah, joue en Tunisie, la Mauritanie. Très bien. Un bon foot, un bon match à tout le monde, à tous ceux qui aiment le foot. Et la Mauritanie joue contre qui en Tunisie? Il sait pas. Franchement, je me rappelle plus, c'est un collègue mauritanien qui me l'a dit. Bon, ça veut dire que la Tunisie a ouvert son espace touristique. Venez. Oui, venez. Voilà. Merci Lounès, bon match. C'est que du sport, hein, on est les frangins. Oui. Voilà, c'est ça, voilà. oui. Mais que le meilleur gagne. Voilà. À très vite, à bientôt et une belle journée, une bonne soirée à tous. Merci mon Lounès. Tous les auditeurs. Merci, il me reste 35 secondes pour dire qu'hier, il y a eu l'élection de la FIF, la Fondation d'Islam de France, qui avait 2 concurrents, monsieur Sadek Lossif, médecin, à l'hôpital Avicenne de Bobigny, et contre monsieur Ghaleb Béchir, président sortant. Et l'élection a donné l'élection pour un deuxième mandat de monsieur Ghaleb Béchir. Donc, on présente les félicitations aux gagnants, comme au football, cher Christophe, en oubliant l'OM et le PSG. Bravo à Ghaleb que nous recevrons dans quelques jours pour nous parler de cette fondation. Ah, moi, il m'a promis de me recevoir dans sa fondation. Non seulement vous allez recevoir, mais comme vous voulez les scoops, nous établissons un partenariat officiellement maintenant entre la Fondation d'Islam de France et France Maghreb 2, et vous irez faire l'interview avec notre partenaire chez vous, chez lui j'allais dire, pour France Maghreb. Donc vous irez à la Fondation. C'est un homme de culture qu'on salue. Voilà, oui. Et donc bravo cher ami de cœur et pas cher ami qu'on en écrit beaucoup dans les lettres dans l'administration française. Et donc nous serons chez vous dans quelques semaines et vous viendrez au studio un peu plus tard. Et cette collaboration, j'espère qu'elle servira à tout le monde. Elle ne servira pas un clan contre l'autre. Merci Christophe. Merci Tarek Mami, merci Ismaël Moudjaka.